Mesdames et messieurs, bonsoir. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans le décryptage avec bien évidemment notre consultant politique pour passer en revue l'actualité de la semaine et également nos différents plateaux. Agapit Napoléon Mafoïka, bonsoir. Heureuse de vous retrouver. Bonsoir Angèle, j'espère que les téléspectateurs aussi sont contents de vous retrouver. Et tout le plaisir est pour moi également. Bonsoir à tous nos téléspectateurs sur les différentes plateformes. Voilà. Alors, nous avons eu des plateaux qui ont débattu bien évidemment de l'actualité de cette semaine, en l'occurrence ces différentes sorties demandant la libération de l'ancienne ministre Rekia Madougou. Mais bien avant d'en venir à ce un entretien qui presque était en bilan de 20 années de décentralisation au Bénin avec l'expert en communication et en gouvernance locale Franck Kenevo. Alors, vous l'avez suivi 1h20 pratiquement d'entretien. Je vous laisse le temps de réagir là-dessus avant mes questions à moi. Non, j'ai suivi Franck Kenevo, que je connais sur ce terrain, sur un terrain qui ne m'est pas aussi étranger. Et non, il a dit ce qu'il fallait dire, il a dit l'essentiel. C'était un débat un peu, disons, très technique, qui non assez technique, un débat plus technique que politique. Je pense qu'on ne peut pas évaluer les 20 années de la décentralisation sans évoquer aussi, sans aller un peu plus loin dans l'analyse politique. Parce que la décentralisation est un choix politique, c'est un choix de gouvernance, c'est un choix de l'État, un choix de la République, donc, tout comme la République. Et donc, il a dit que nous sommes dans un État unitaire, dont la décentralisation ne crée pas un État dans un État, mais la décentralisation vise à déléguer certaines compétences centrale de l'État, à des collectivités territoriales dont les dirigeants sont élus dans ce cadre-là. L'article de la 155 de la Constitution, les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus. C'est exactement ça. Donc, il a dit. Après, nous avons choisi un niveau de la décentralisation. Oui, il a précisé, on aurait pu aller au deuxième niveau. J'étais au vote des lois sur la décentralisation en 1997. À l'Assemblée nationale, j'étais encore communicant parlementaire. Et j'ai suivi que ce débat, comme il a si bien dit, il y avait la question des sous-préfets, tout ça a influencé. Moi, j'estime qu'on aurait pu aller à deux niveaux. 20 années après, quand vous voyez un peu, essayer de partager les rôles entre l'aménagement, entre la gestion du quotidien, des affaires courantes du quotidien, de la vie, de la communauté. Ça, c'est le premier niveau. Et au deuxième niveau, les réflexions, l'harmonisation avec le programme de l'État et donc le plan d'aménagement territorial décentralisé pourrait se faire au deuxième niveau. On n'est pas allé à cette action. Du coup, les dérives qu'on a pu constater, les maires d'un niveau bas, très bas parfois, pour ne pas dire des mecs quasi illettrés qu'on a eu, des mecs très politisés, totalement dépendants du Manitou politique. Il n'était pas imposé au niveau intellectuel non plus. Oui, je n'ai pas dit non, mais ça donne des mecs quasi illettrés. Comment un quasi illettré, quand vous êtes quasi illettré, vous ne pouvez pas, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Et donc, comment vous pouvez être un maire lorsque vous ne savez pas de quoi il est question? C'est pour ça qu'ils font l'option de prendre des gens en qui ils ont confiance pour pouvoir gérer avec eux, peut-être. Oui, le problème est là, effectivement. Alors, lorsque vous êtes quasi illettré, alors vous ne savez pas de quoi il est question. On vous l'explique dans votre langue. Bon, alors déjà, il y a un problème. Nous travaillons en français. C'est un choix également. Que le législateur n'a pas fait. Mais je vais plus loin. Je parle de mecs trop centralisés politiquement. Qui ne connaissent pas la question du développement local, mais qui ne voient que le positionnement politique des leurs. Il y a des mecs qui ne comprennent pas ce qu'on appelle la gouvernance. Donc, nous avons connu en 20 années différents schémas. Il y en a qui ne réclament que les compétences. Donnez-nous les compétences. Retrocédez-nous-les. Donc, eux, c'est l'argent. Oui, le budget. Le budget. Donc, ça fait que, en 20 années, on a connu vraiment différentes phases. Et il y a eu également les heures entre les conseils élus et l'État central. On a décentralisé la gestion politique de l'État et on a décentralisé aussi l'État politique. On a décentralisé les batailles politiques. Et donc, la problématique opposition mouvance est descendue au niveau de notre local, oui. Et du coup, c'était des guerres, voilà. Et maintenant, la mauvaise gestion caractérisée.
j'ai suivi le débat sur les fonds FADEC à l'Assemblée nationale en 2013-2015. J'ai reçu ce rapport-là que nous étions à la NSC et j'avoue que c'est quand même désastreux. Totalement. Alors, quand on mettait tout ça ensemble, il faut comprendre la situation actuelle qui devrait nous renforcer. On devrait, 20 années après, nous devons être renforcés. Peut-être qu'on serait en train de penser au deuxième niveau. Mais aujourd'hui, ça c'est un peu plus recentralisé, beaucoup plus centralisé, alors que ça devrait se décentraliser davantage. Et là, l'État devrait parer au plus pressé. Je pense que les options qui ont été faites aujourd'hui, Kainka apportera effectivement les réponses. Apporteront les réponses de développement local. Après, il va falloir analyser 5-10 années après pour voir, lorsqu'on doit stabiliser une administration locale technique, avec du personnel administratif local, avec une expertise locale, avec un management local des autorités élues, mon souhait serait que le maire retrouve la plénitude de ses prérogatives et qu'on mette beaucoup plus de balises dans sa gestion. On est obligé aujourd'hui de passer par ce système qui fait que l'administration soit externalisée, c'est-à-dire que ce qui relève de la compétence du maire soit externalisé et géré par un cadre administratif qui presque est une sorte de complément au maire. C'est-à-dire qu'il n'est pas maire, lui n'est pas élu, mais il a des fonctions presque équivalentes à celle du maire, pour ne pas dire un peu plus que parfois que celle du maire, notamment dans la gestion quotidienne, dans le management du budget, dans le management de l'administration locale. Voilà, bien avant qu'on revienne à la réforme Agapit Napoléon Mafroikan, Franck Kinivot semblait dire ce matin que le modèle de décentralisation choisi empêche ou bien encourage ou a encouragé un peu sur à quoi nous avons insisté, le tableau que vous avez dépeint là. Est-ce qu'on ne devrait pas ou on ne va pas en arriver à ce modèle-là qui permet aux communes de ne pas être un peu trop vastes, c'est-à-dire les restreindre, parce qu'il en a parlé aujourd'hui? Vous savez, le diable est dans les détails. Quand vous savez comment on a fait nos districts à l'époque, en 1978, sous la révolution du PPB, les députés ont été sages de ne pas toucher à l'organisation territoriale existante au moment où les lois sur la décentralisation. Et ils l'ont été d'autant plus que les réunions, les états-majors de l'organisation territoriale, en 91-92, et les missions techniques qui ont pu parler ont compris que notre territoire, nous avons tellement, le Bénin est petit peut-être, 112 600 km², mais nous avons de petites portions d'État dans l'État liées au phénomène et régionalisme, beaucoup plus à l'ethnicité et à la culture. Donc, lorsque vous mettez les Nagou et les Mari ensemble, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes langues. Ce n'est pas la même culture, ce n'est pas la même manière de faire. Et pourtant, ils sont territorialement ensemble. Côte à côte. Alors, la manière dont certains districts avaient été taillés à l'époque, si vous rentrez dans ça, si vous voulez faire, je ne sais pas combien de communes, vous risquez d'en avoir 3 fois. Nous avons 77 aujourd'hui. Il y a des missions, oui. On est resté aux 77 communes qu'on avait. Il y a des districts. Il y a eu des missions de Molé-Moko. Oui. Sous le président Yahi. Mais ce n'est pas aller trop, c'est pas aller plus loin. Il y en a eu 2 ou 3 autres, comment il s'appelle, Ouarou Mourou, qui était maire de Djougou, c'était aussi un descendant de Père à son âme, ancien préfet de la Takora, Bio Mourou. Il y a eu des missions, il y a eu des tentatives de revoir un peu comment on peut réajuster certains. Mais elles ont été infructueuses. Parce que chaque ethnie veut être, quand vous prenez Adjawere, qui est aujourd'hui une commune, d'accord? Les conditions dans lesquelles Adjawere est devenue commune sont connues à l'époque de la Révolution. Mais Ikmile réclamerait la même chose. Si on rentre dans ça, il faut rentrer, on va ouvrir la boîte à Pandore. Mais on a su dépasser cela, puisque, qu'il vous souvienne, on en est arrivé au chef-lieu, Agapit Napoléon. Comment est-on arrivé à difficilement, mais on l'a accepté quand même. Non, je vais vous expliquer. Les chefs-lieux n'ont rien à voir avec la communauté. Ici, vous demandez à des communautés de vivre ensemble. C'est-à-dire que regrouper les gens, être différents, les démembrer. Les chefs-lieux, c'est une décision politique. Là, on est au niveau déconcentré. Donc, au niveau décentralisé,
si vous allez plus loin, vous allez créer plus loin. Et les gens disent, allons-y. Vous savez combien de marches on a eu en 1998? Lorsque on a acté les lois sur la décentralisation, pourquoi on a gardé des préfets qui ont un double comme... On a dit que l'idéal était de déconcentrer. D'accord? Oui. Et donc, de quitter les 6 départements pour aller aux 12. D'abord, on n'était pas tenu d'aller aux 12. C'est justement comment vous voulez démembrer l'ancien Borgou et vous démembrez l'Ouémé ou le Mono. Ça n'a rien à voir. Mais c'est ça toujours le phénomène. Ah, l'autre dit, ah, moi-même j'ai besoin de communes. Moi-même j'ai besoin de chef de... Ah, nous-mêmes on a besoin de développement. Et cette manière-là empêche l'État de s'assumer pleinement parce que les autorités sont élues pour apporter des réponses au problème des populations. Quitte à forcer s'il le faut. Quitte à forcer s'il le faut. Oui, là, donc, peut-être c'est là que nous avons été paresseux parce que la politique politicienne, l'incapacité de certaines autorités d'aller plus loin, le marchandage politique, tout ça fait que le chantage aux voix, au suffrage, tout ça a fait que de 1998 à 2016, on n'a pas pu avancer sur ce terrain-là. Les gens marchaient, ah non, c'est nous, historiquement, c'est Chavet, non, c'est Glazoué, non, c'est Dassa, non, c'est Savalou. Même Bantek s'est mis dans le rang, Bantek qu'on a créé de toutes pièces comme commune. Alors, quand vous regardez comment ces communes ont été créées, il y en a qui étaient problématiques. Oui. Alors, maintenant, on vient au chef du département. On a fait toutes ces batailles-là. On a dédoublé toutes les communes. D'accord. Maintenant, il faut nommer les 6 préfets. C'est Dassou Kérékou, 98. Kérékou est revenu en 2001. Il est repassé, il a quitté en 2006. Il n'a pas pu régler le problème. Il est venu, a fait plusieurs missions, a mis en place des missions, des trucs. Il y a eu des consultations, il y a eu des rapports. On n'a pas pu avancer. Donc, 98. À 2016. 18 ans. 18 ans. 18 ans pour régler la question de nommer les chefs du département. Et ça a été... Donc, prime au président Talon, qui est venu et qui a réglé cette question rapidement. Et l'Église catholique est allée même plus loin. Parce que tout le monde a forcé la main. Donc l'Église catholique aussi est allée en positionnant de nouveaux diocèses. Et on dit, bon, naturellement, les nouveaux diocèses sont les prémices au nouveau chef du département. Alors que c'est l'État qui devrait positionner. Donc voilà pour les préfectures. Mais pour les mairies, effectivement, l'idéal aurait été, en faisant l'option unique d'un niveau simple, d'un niveau unique de décentralisation, la décentralisation à un niveau, l'idéal aurait été donc de démembrer certaines oui, communes. puis si vous prenez Calavi, c'est trop vaste. Je me demande si le maire arrive à faire tous les arrondissements de sa commune. Calavi et Tchaourou, par exemple. Calavi encore, c'est concentré du point de vue ethnique, du point de vue population. C'est presque homogène. Parce que c'est cosmopolite. Tout le monde vit et tout le monde parle presque français. Ou alors, il y a les autochtones. Quand on mange dans les villages, voilà. Mais au moins Calavi, c'est Cotonou presque. Et tout le monde va plus loin. Va à Khouébié, Tokan, Ouedo, Tivier, voilà. Donc, tout ça, ça vit. Mais quand vous allez à Tchaourou, vous avez les Peuls, vous avez les Bariba, vous avez les Nago, vous avez les Tamari. Une vaste commune, presque un département, Tchaourou. Ça ne peut pas s'administrer normalement. Le maire qui vient est un maire d'une ethnie. Justement. Voilà, donc, ça, c'est une situation. Allez à Banikwara. Vous allez voir. Donc, la politique de l'État, quand on veut dire on remet ces départements à un maire, qui plus est encore, si la mairie a la chance, les Banikwara ont eu les Sabekate, c'est bien. Tchaourou s'y en a eu. Mais si par malheur vous tombez sur un maire illettré, pour cette commune, des communes, départements. Quand vous prenez Tchaourou et vous regardez la commune de bon, on va dire que je suis revenu encore à Djawere. Quand vous regardez, mais c'est pas possible. Ou bien la commune de Lalo, par exemple. Ou bien Toribosito, ou encore à Promisrete. Quand vous regardez ces communes-là, regardez par exemple, à Djara, à Franco, Porto Novo, à Promisrete, vous mettez le tout ensemble, mais vous n'avez pas encore Tchaourou, non?
Non, je ne pense pas. Et donc, voilà Je ne où est le pense pas. problème. Alors, c'est ça. Évidemment, par rapport à la démographie, c'est un autre problème. Parce qu'on est dans un milieu de concentration et il y a plusieurs critères qui entrent en ligne de compte. C'est pour vous dire quoi? Oui. La question de la décentralisation n'est pas encore terminée. Le président Talon a trouvé des réponses immédiates à des problèmes qui perduraient et qui méritaient que l'État intervienne. Et donc, on peut dire que c'est un malade agonisant, presque à terme en termes de vie, et qu'on a tenté quelques thérapies de choc pour pouvoir réveiller. Alors, il faut réveiller le malade. Il faut lui mettre la dose de thérapie qu'il faut pour le renforcer. Il faut suivre sa convalescence, sa guérison lente, très lente. Donc, la guérison va être lente, très lente. Jusqu'au moment où elle finit, et maintenant qu'on commence la convalescence. C'est pour vous dire quoi? Il y a du chemin. Il y a du chemin, mais ce qui est fait actuellement, s'il est bien fait, aujourd'hui avec les SE, ça fonctionne. Moi, j'ai eu le Vous êtes sûr? Ça fonctionne. Ça fonctionne. Les maires qui ont compris que les SE ne sont pas en conflit avec eux. Et que c'est au nom du développement de leur localité, ils vont s'appuyer sur les SE. Eux n'ont pas la maladie du budget. Ils ne sont pas malades du budget. Ils ne l'ont pas dit peut-être. Non. Moi, j'ai vu des maires qui sont à l'aise face à ça. Qui disent, ça, c'est son travail. S'il demande mon avis, mais de temps en temps, je lui envoie quelques notes. D'accord. Parce que pour lui dire, écoute, est-ce que par rapport à ça, parce que ça ne sert à rien d'aller ouvrir un conflit au cours d'une réunion d'orientation, tout ça là. Non, c'est inutile. Lui va partir, un autre va venir. Pourquoi ne pas le renforcer lui? La loi ne va pas changer hier, demain. Donc il faut expérimenter déjà. Alors, donc les mecs qui entrent en conflit avec les SE, ils ne savent pas ce qu'ils ont à faire. Parce qu'ils ne reviendront pas. Ce n'est pas de volonté, mais c'est les faits qui les obligent à s'affronter. Non, ils n'ont pas. Peut-être sur une passation de marché public, sur certains. Kenevo a dit opportunément, oui, c'est humain. On peut comprendre humainement qu'ils ne soient pas contents. Parce qu'ils sont devenus maires pour gérer leur budget. Hein, le maire, oui, puisqu'ils ont l'obligation de collecter les fonds publics. C'est ça, ça fait partie des... C'est pas l'individu maire, c'est le conseil. Non, donc, absolument. Les collectivités territoriales s'administrent librement à travers les conseils élus. Ça, il n'y a pas de souci. Le conseil se réunit. Les conseils communaux et municipaux tiennent la session. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. La constitution est respectée. Mais le problème, c'est, après maintenant, c'est dans la répartition des tâches. L'État central, autant met un comptable public à la disposition du maire. L'État central met autant un administratif ou des cadres formés, compétents. On n'avait pas une fonction publique. C'était des agents de collectivité locale, la plupart, quasi illettrés aussi. Ou alors, à peine monsieur peu, n'arrivaient même pas à bien formuler les lettres. Je suis désolé, je ne me dis pas même. Non, mais c'était constat. On en a connu. Parce que vous donnez un nom, vous allez faire une déclaration, un acte de naissance parfois, mais les gens déforment si vous n'êtes pas attentif. Mais, donc, et le drame, il barre, hein. Et puis c'est des procédures tribunal. L'État aujourd'hui met gratuitement ces cadres à la disposition de la mairie, de nos communes. C'est des mais vous l'avez dit au début, c'est des élections des organes de gestion attentifs. C'est des gens bien formés. On ne doute pas de la formation. Qui viennent de hautes écoles, de nos grandes écoles de formation. D'administration, oui. Et qui vont mettre leurs compétences à la disposition. C'est une nouvelle forme, c'est pour développer cette commune-là. Pour moi, j'estime que c'est une solution intermédiaire. C'est une solution d'attente. C'est une solution ad hoc, en réalité, pour moi. Mais c'est une solution utile. Tellement utile que ça peut entrer dans la philosophie de la gestion moderne de nos collectivités décentralisées. Donc, le maire qui, lui, veut gérer le budget, qui ne connaît même pas comment le principe de l'annualité, d'abord de l'unicité du budget, que le budget il est unique et que même si on le collecte là, c'est pas pour lui, c'est d'abord l'État central et qu'il y a une manière de gérer la nomenclature budgétaire communale. Il y a un certain nombre de choses. Mais je pense qu'il y a assez d'éléments au niveau de la gestion locale qui méritent que ce soit les techniciens à viser. Et ceux qui ont eu l'idée... Autant ne plus parler de décentralisation. Non, nous sommes toujours en décentralisation. Là. Oui, on est en décentralisation. On y est.
Vous l'avez dit au début, élection des organes de gestion, je vous pose justement la question, avec ces cadres, les maires sont pratiquement désœuvrés. Il ne faut plus rien. C'est ça que je voulais dire. Non, oui, il y a une confusion que nous faisons. D'accord. Le conseil municipal est là et prend les décisions. Ça, ce n'est pas le CE qui prend les décisions. Les collectivités territoriales s'administrent librement à travers des conseils élus. Alors là, est-ce qu'on est d'accord que ces conseils-là sont en place? Oui, les conseils sont élus. Est-ce qu'elles proviennent d'élections communales? Évidemment, oui. Donc, on est déjà dans la décentralisation. Bien. Maintenant, l'exécution. Le maire, qui est l'exécutif du conseil, n'a plus toute la main. Donc, c'était une orientation que la loi de 1997 avait faite. Elle aurait dû, autant en disant qu'on met un comptable à la disposition de la ville, un secrétaire général administratif à la disposition de la ville. C'est le modèle qui a peut-être bluffé un peu. C'est-à-dire que le maire on aurait pu charger le maire de cibler dans l'administration un cadre qui fait office automatiquement. Avant, c'est ce qu'il faisait. Mais ce cadre, quand il vient comme ça, il se sent obligé vis-à-vis du maire. Il devient le SE, le secrétaire général du maire, au lieu d'être le secrétaire général de la mairie. Le maire devient un directeur de cabinet dans les communes statuts particuliers. Donc le secrétaire général doit être le secrétaire général de la mairie. Mais quand il devient secrétaire général du maire, surtout lorsque dans les conseils, les gens se battent, lui devient l'homme du maire, ou bien on le considère comme l'homme du maire. Oui. Alors ça ne peut pas fonctionner. Le développement, il est local, il n'est pas celui du maire. Donc, la formule actuelle a peut-être ses limites, mais ça a le mérite que le maire et ses adversaires politiques peuvent aller se pouvoir ailleurs, mais l'administration va c'est aussi a une coloration politique, bon, quand bien même, ça ne fait pas partie des critères. Au moins, sa coloration politique. Lorsque le chef de l'État a un garde corps derrière un aide de camp, il vote ou il ne vote pas. Est-ce que le chef de l'État lui demande la coloration politique? Même s'il dit c'est ça, est-ce que vous savez? Et pourtant, en conflit, c'est quand même toute cette personne-là qui accompagne le chef de l'État. Et ils ont des armes, lui n'en a pas. Donc, le maire a sa coloration politique. Le SE a sa coloration politique. Mais il ne l'exprime pas lui au moins. Et il n'est pas nommé. Donc, du coup, on ne le sait pas. Et lui, en tant que cadre administratif de haut niveau, il sait ce qu'il a à faire. Comme le militaire, le soldat, il n'aime même pas peut-être pas son chef, mais il sait qu'il est là pour faire un travail et républicain, il fait son travail et donc. Voilà, en fait, moi j'estime que c'est une solution peut-être intermédiaire, c'est une solution peut-être ad hoc, et c'est un maire, comment dire, pas si habitué. Le maire de 2026 n'aura plus ce problème, parce qu'en devenant maire, il sait sur à quoi s'en tenir, et il s'y préparera, il ira sur le terrain. Le maire a de la mobilisation politique à faire. Le maire a de la prospection à faire. Le maire a c'est lui qui est élu. Il doit remonter des informations vers l'État central. Le maire travaille. Le SE, c'est exécuter les tâches. Alors, si c'est plus que lui qu'on voit, en fait, c'est pour ça. Non, c'est le maire qu'on voit. Le SE ne fera pas de visite des populations. C'est pas son travail. Le SE n'ira pas faire visite des populations, n'ira pas, même s'il le fait, c'est peut-être pour remobiliser peut-être les agents administratifs des arrondissements. Il peut faire ça là. Mais aller s'enquérir des situations des marchés, comment les marchés fonctionnent, ça c'est le maire. Le maire va visiter ces arrondissements au niveau politique, va visiter ces populations. Donc, le maire est une autorité politique. Mais il n'a pas toute la même. Ouais, dans certains États du système parlementaire, le chef de l'État, il fait quoi? Il nomme le Premier ministre. Puis c'est fini. Il n'a aucun pouvoir. Le Premier ministre, lui, nomme la forme de son gouvernement. Le chef de l'État nomme le Premier ministre, valide le gouvernement. Quand le chef de l'État ne valide pas le gouvernement, c'est que le gouvernement ne fonctionne pas. Donc, quand il n'a pas nommé, quand vous mentez, vous dites je suis démissionnaire, il dit bon, qu'il conduit les affaires courantes. Tu vas continuer. Et pourtant, après ça, lui, il ne répond de rien. Il est là, lui, après, il va inaugurer les chrysanthèmes, et puis parce que c'est connu comme ça. Et donc, ce qui se passe dans nos mairies aujourd'hui, c'est une révolution, c'est vrai. Nécessaire. Je vous ai dit que c'est comme si le malade est déjà presque à terme de vie. On est dans une thérapie de choc. Alors, vous voulez encore non. C'est nécessaire, je l'ai gardé. Donc, c'est la thérapie de choc qui est en cours aujourd'hui. Et moi, je lance un appel aux maires. Je pense qu'ils ont intérêt à jouer le jeu. Et là, c'est les partis politiques qui sont interpellés d'ailleurs.
Parce qu'en réalité, il faut bien qu'au niveau des partis politiques, les gens ils prennent les passifs et l'actif. C'est eux qui ont désigné les maires dans les communes où... D'autres diraient nommer le maire. Oui, oh, vous savez, ça c'est bon, ça c'est pour la rhétorique. Mais moi, je pense que la loi a été faite ainsi, et je n'ai pas de soucis sur ça. Parce que c'est eux qui ont gagné. Il faut qu'il y ait un peu de discipline aussi également là. Là également, vous voyez, ce qui manque, c'est quoi? C'est aussi cette manière que nous avons de vouloir tenir le pouvoir, de ne pas lâcher une partie. Sinon, en réalité, ceux qui votaient à Porto-Novo, votaient à Cotonou, savaient qu'ils votaient pour le 4 pots. C'était dit déjà. Donc, il faudrait que nous évoluions de telle sorte que l'électeur sache que si tel parti gagne à Cotonou, c'est tel qui sera le maire. Qu'on sache que nous voulons une administration de temps. Donc, c'est l'administration d'Angèle Toboula ou l'administration de Théodule ou ça, par exemple. On sait que c'est ça. Donc, c'est l'un ou c'est l'autre, ou c'est Loumon et Xavier. Okay. Donc, chacun se positionnera en conséquence. Mais quand on dit voter UP, voter BF et BR, ou bien voter les démocrates, et vous votez, et c'est après qu'on désigne. D'abord, qui se bataille entre eux pose un problème. Donc, la désignation est encore la meilleure chose. Parce que qui se bataille entre eux, ils vont chercher les voix d'ailleurs, aller en compromission. Donc, le fait que ce qui s'est passé dans beaucoup de régions, mais déjà, ils sont du même parti, mais ce qui s'est passé lors de l'élection des maires, c'est quand même dramatique. Oui. Il n'y a qu'au Bénin que de telles gestes. On a dû chercher une loi explicative pour pouvoir s'en sortir. Pour s'en sortir. Pour s'en sortir. On appelle ça le pragmatisme politique. Le pragmatisme politique. Ceux qui dénoncent cette loi, ils ne feraient pas mieux. Ou bien ils ne sont pas ingénieux, ils manquent d'ingéniosité. Je te jure. C'est pas à l'ordre du jour, sinon je voulais vous relancer, mais c'est pas à l'ordre du jour. C'est du pragmatisme politique. Après, oui, on aurait pu laisser la situation contentieux. Mais le contentieux nous aurait orienté dans un sens donné. Là où la loi intervient, le juge n'a plus rien à faire. Donc, du coup, les politiques ont pris leur disposition, ont pris leur responsabilité. Je n'aurais certainement, moi, je n'aurais pas cette ingéniosité à la place. Moi, je n'aurais pas conseillé ça. Je ne suis pas aussi ingénieux, peut-être là. Mais j'avoue que sur ce coup-là, ils ont réussi. Absolument, puisque ça a le mérite d'en finir avec les destitutions. Bien, maintenant, lorsqu'on a fini avec ça, il faudrait maintenant qu'ils jouent leur rôle. Là où ça ne marche pas, il faudrait qu'ils contrôlent les maires qui ne marchent pas, qui sont en bourde contre l'État, qui boudent la nouvelle donne. Il faut aller, parce qu'il y en a où c'est de l'immobilisme, il y en a où c'est conflit latent. Il y en a où c'est de la provocation. Apparemment, il ne laisse pas d'espace au SE. Là, je pense que les trois partis, FCBE, BR et démocrates, ils sont interpellés par rapport à cela. Il faudrait qu'ils jouent leur rôle pour que, à ce niveau-là, que ça reprenne de plus belle. Mais 20 ans après, moi, je pense que la meilleure thérapie, c'est celle en cours, honnêtement. Ça peut ne pas fonctionner à tous les niveaux, mais on ne peut pas, on peut pas continuer comme avant. Ça ne marcherait pas. Ça marcherait pas. Les orthodoxes qui attaquent, oui, je comprends, c'est eux qui sont les penseurs et les géniteurs du système moribond, du système qui finit. Donc c'est logique qu'ils ne soient pas d'accord avec la nouvelle donne. C'est humain aussi, on peut comprendre. Mais je pense que pour un Bénin qui ne s'arrête pas à notre petite vie, je pense que la thérapie en cours est la meilleure. Et pour sortir de ce débat, il y a également le rôle réel du maire Agapit Napoléon Africain, puisqu'on a comme l'impression que l'État intervient également un peu trop dans les collectivités. D'abord, les collectivités, c'est toujours l'État. Bien évidemment. Bien. Maintenant, au niveau de l'administration territoriale locale, de la collectivité locale, là où la décentralisation intervient, n'oubliez pas qu'il y a un rôle du préfet qui assure la tutelle. Mais la tutelle a été assez allégée. Mais le rôle du préfet avant, le préfet pourrait se substituer avant. Donc, ça veut dire que lorsque le maire Tébonnaire ou le maire Frondeur ou le préfet pourrait se substituer, alors que lorsque le préfet se substitue, on est encore en décentralisation. Oui, c'est un levier de la décentralisation qui montre que c'est l'État, il est un. Et que le fait de déléguer la gestion des affaires locales à des conseils élus ne rend pas l'État fédéré, État fédéral ou bien État. Non, on n'est pas en confédération, on n'est pas en fédération, on est en État unitaire, on est en République. Et donc,
Si les choses ne fonctionnent pas, je te donne parcelle de pouvoir, tu les écoutes, moi tu les écoutes pas, je reprends la parcelle et je l'exerce au nom du bien public, au nom de la collectivité nationale. Donc voilà, c'est ça le principe. Alors, est-ce que le maire, on lui a appris beaucoup de choses, il a déjà commencé par faire le peu qui lui reste? C'est d'abord ça. Est-ce que nos maires font le peu qui leur reste? Certains le font de bon cœur, d'autres traînent les pas. Et c'est là que j'ai interpellé les partis politiques. Il faudrait qu'ils jouent leur rôle. Le peu qu'ils peuvent faire là, ils ont qu'à commencer par faire de la mobilisation. Lors des dernières élections, les gens ne sont pas sortis. Pourquoi? Parce que les maires ont joué leur rôle. Comment vous gagnez la mairie? Vous êtes maire et vous ne faites pas de la mobilisation autour des actions. Parce qu'ils ont démissionné à un moment donné, à capitaine Napoléon Mafoïkan, puisque quand la population expose un problème particulier, peut-être un feu à régler, ben, on ne voit pas la mairie. Ne demandez pas à la population de les accompagner non plus. Hein. Mais pourquoi pas? Vous serez évalué sur les résultats. Mais c'est le conseil. Le conseil doit veiller à ce que je fais. Ce que je fais, c'est au nom du maire ou de la mairie. Au nom de la mairie. Pour le compte des populations de la localité. Donc, c'est que ça, sur le monde, c'est quoi? Comme dirait l'autre, dans un mort là, c'est pas fini. Mais c'est cela que, au nom du bien collé, au nom de l'intérêt général, je pense que les maires ont intérêt à jouer le jeu. Et comme ça se fait ailleurs, je n'ai pas envie de citer des communes, mais ça se fait bien ailleurs. Et que je pense qu'ils ont intérêt plutôt à relire les textes, à peut-être faire un petit séminaire avec le SE, avec les agents du SE, donc les cadres du SE en divers niveaux là, et essayer donc de voir dans quelle mesure les liens fonctionnels établis par la loi peuvent maintenant de manière concrète fonctionner dans le cadre de la commune. Et essayer d'établir les passerelles nécessaires. Après, maintenant, ils mettent en place des passerelles humaines. C'est-à-dire que là, ce n'est plus que la loi, mais de manière réaliste, comment nous allons faire pour que ça marche, en respectant la loi. Je pense que s'ils font ça, ils trouveront leur compte. Les maires ne sont quand même pas si. Aujourd'hui, ils ont tous un véhicule de fonction. Oui. Aujourd'hui, ils ont tous un salaire. Gratuitement donné. Ce n'était pas le cas avant. Il y en a qui ont des salaires dont ils n'ont jamais rêvé. Alors, l'État a quand même essayé d'équilibrer. Je pense qu'il faudrait le dire et le redire. D'autres diront qu'on leur a arraché le budget pour les consoler avec des véhicules de fonction. Oui, mais ce n'est pas leur budget, c'est le budget de l'État. Absolument. Absolument. Donc, parce que le budget de la collectivité territoriale, c'est le budget de l'État. C'est tout ça. Donc, l'argent qu'on leur a arraché, ils distrayaient dans la mobilisation politique d'ailleurs sans suite, cet argent va servir au développement de la commune. Alors, qui perd, qui gagne. Hein? Donc, je pense que c'est pour 20 ans, on peut saluer cela. Franck parlait, disons, de second tour des élections. En 2002-2003. Non, il n'y avait pas un second tour, c'était un tour. Mais il y avait eu des annulations à beaucoup d'endroits et on a repris les élections en février. Communal? Communal. Donc, c'est la seule fois que ça s'est fait, parce qu'en 2008, après, ça a évolué. Mais à chaque élection, c'est-à-dire quand on est allé aux élections en décembre 2002, il y a eu beaucoup de situations. C'était sur le président Boutou, sur l'Ibrahima Boutou, un personnage. Donc, c'était lui qui était président de la Sénat. Il y a eu assez de situations cocasses. Et donc, la Cour suprême a demandé que les élections soient reprises dans beaucoup d'arrondissements, de communes, et les élections ont été reprises. Donc, du coup, on a fait. Donc, il n'y avait pas de deuxième tour. Il n'y avait pas de deuxième tour, c'est un seul tour. Mais on a repris les élections en avril dans certaines communes. Et donc, ça a fait qu'on a dû attendre les délibérés, les proclamations liées à ça avant de lancer le processus, de avril-mai. En 2008, ça y est, les mêmes situations se sont déroulées. Ça n'a pas été facile du tout, les élections communales, locales et municipales de 2008. Mais bon, peu ou prou, là, il n'y a pas eu il y a eu reprise, mais ça, même pas autant en masse comme ça a été fait en 2003. Et en 2015, ça a commencé à se corriger. En 2008, il y a les contentieux. De 2008 a été traité jusqu'en 2015. Il y a des contentieux qui n'ont jamais été vidés d'ailleurs. Parce que même si on les vidait, ça n'a plus de sens. Voilà, donc voilà un peu pour l'anecdote. Voilà. Donc on retient qu'avec cette disposition transitoire, ce que Franck Kinova a appelé de transitoire, eh bien la décentralisation a de beaux jours devant elle. Pour moi, si tout le monde joue bien le jeu,
Je pense que ça peut faire école et on va être cité un exemple. Voilà, parlons maintenant, Agapit Napoléon Bafoucan, de nos autres plateaux qui ont abordé l'affaire, ou plutôt cette demande des partis les démocrates par rapport à la libération de Madame Madougou. Eh bien, dans la danse, ça a également fait identifier l'ancien président de la République, Nicéphore Soglo. Agapit Napoléon Bafoucan, une voix de plus qui pourrait peser dans la balance de cette... Bon, je ne veux pas appeler doléance parce qu'il parle d'exigence. Non, moi, une voix de trop, plutôt une voix dont on pourrait bien se passer. Une voix, c'est question quand même, c'est décevant. En quoi? C'est décevant parce que nous parlons de décision de justice. La justice a fini son travail. Oui, justement, on doit le respecter. Il y a une autre ouverture. Non, mais non, on ne demande pas, on exige. Là, vous ne pouvez pas exiger ce qui n'est pas de votre droit. Bon, la forme, on ne va pas s'attarder sur la forme. La forme, vous tenez le fond. Absolument, vous ne pouvez pas dénier à la juridiction. Les compétences disent arbitrairement gardées. Du coup, on n'est plus dans le vocable, on n'est plus illégalement. C'est le langage. Non, ce n'est pas le langage, nous parlons du droit. Nous parlons du droit, nous parlons d'une affaire de l'État. Nous parlons d'une question de gouvernance. On ne peut pas ne pas faire attention. Vous voyez, en fait, qu'on demande, la grâce existe. Pourquoi? Pour qu'on puisse l'acquérir. Oui. Donc, quérir une grâce ne pose pas de problème. Quérir une amnistie ne pose pas de problème. Quérir une remise de peine aujourd'hui par rapport à la nouvelle loi ne pose pas de problème. Mais la manière, lorsque vous faites campagne, comme les démocrates, nous allons voter, nous allons la libérer. On va libérer les détenus politiques, on va libérer les exilés. Moi, déjà, du point de vue sémantique, est-ce qu'il y a des détenus politiques au Bénin? Normalement, au niveau gouvernance, tout le monde doit être prêt. Que ce soit le mouvement de l'opposition, on doit s'entendre pour savoir qu'il n'y a pas de détenus politiques au Bénin. On ne peut pas. Mais on va parler d'une commission des Nations Unies qui n'est pas même une juridiction. Des trucs d'experts où on met pression. Où tout le monde sait que c'est une affaire de pression. Mais on ne peut pas citer ça. Parce que selon l'affaire, elle est politique. On parle de juridiction. Un État, dans le principe de séparation de l'État, et tout le monde réclame ça, la séparation de pouvoir. Si on est dans la dynamique, soit notre État est fiable et on en est fier, soit on n'en est pas fier et on ne cherche pas à assumer des responsabilités. Mais on cherche à assumer des responsabilités sur la base des mêmes lois. Et on critique les structures issues de ces lois. Il y a quelque chose d'anormal, d'illogique, d'incohérent. Il faut qu'on soit logique. Alors, nos textes sont mauvais, donc nos tribunaux sont mauvais, donc nos juges sont mauvais, donc la condamnation sont... Alors, donc, on doit ouvrir les prisons. On doit ouvrir les prisons. Il ne doit plus y avoir de détenus. On doit libérer les casiers judiciaires parce que tout est mauvais. Mais ils ne réclament pas ça. On personnalise. Ça pose un problème. Parce que Mme Madougou est de leur parti, n'oubliez pas Agapit Napoléon Bafoucan. Donc les gens de mon village qui ont voté pour eux, eux n'ont pas droit. Ils ne sont pas du parti. Ils ont cru en leur programme. Non, je pense qu'il y a un peu de mépris. C'est méprisant ce combat-là. Il est méprisant. Il est méprisant pour la République. Il est méprisant pour l'électeur. Il est méprisant pour l'État. Je ne pense pas que... Et on peut faire le même combat. Quand Nelson Mandela était en prison, les gens ont demandé sa libération. Les gens demandaient l'arrêt de l'apartheid parce que le système était mauvais. Mais l'apartheid était un système à l'interne, c'était bien une loi qu'il a instituée. Alors les gens ont boycotté, il y avait des blocus. Il y avait des blocus. Il y a des États qui ne peuvent pas survoler leur territoire. Et pourtant, il y a des gens pour dire non. Gardons le contact avec le régime, parce qu'il y a un négociant qu'on peut avoir la fin de cette affaire. Comme les Houphouët Boigny. Mais la partie n'a pris fin. Mais son mandat a été limité. Vous pensez que c'est la rue qui avait libéré Nelson Mandela? Ou c'est les rhétoriques, les marches des gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent, qui ont fait libérer Mandela? C'est une conjoncture, c'est une évolution. Pour libérer un détenu, pour demander la libération d'un détenu, formellement et régulièrement condamné, en bon respect de l'état de droit, il y a une manière de faire que le Parti des démocrates n'utilise pas. Et c'est dommage que le président Soglo entre dans ça et quelques grandes personnalités politiques, intellectuelles, très respectables. Mais c'est dommage parce que, en réalité, on ne peut pas faire le combat. Comme ça, vous cambrez les gens.
Mais ils ont dit tout ce qu'ils ont dit. Ils ont eu 30% des élections. Donc, ça veut dire que leur doléance n'a pas été entendue. Ça veut dire que leur préoccupation n'est pas, 30%. ça veut dire que leur préoccupation n'est pas la préoccupation de la majorité des Béninois. Bien. Ils vont au Parlement, ils reconduisent dans leur déclaration de groupe parlementaire. Oui. Et après, ils ont dit qu'ils vont prendre le langage avec le chef de l'État. C'est-à-dire que vous m'injuriez. Vous m'injuriez anormalement parce que j'ai qualité à là où je suis. Et c'est même pas moi, mais c'est les dérivations du pouvoir d'État qui ont conduit à la situation que vous déplorez. Et maintenant, vous m'injuriez. Après, vous dites que non, que vous prendrez contact avec moi. Bon, je ne cautionne pas l'injure, mais caricaturer comme ça, mais parce que vous êtes aussi un peu indifférent à tout ce qu'on dit. C'est pas ça. Mais le chef de l'État, est-ce que quelqu'un a demandé grâce? Mais le chef de l'État, le chef de l'État qui a condamné? Non. Très bien. Donc, les mécanismes pour retrouver la liberté existent. Il y a la grâce, il y a l'amnistie. Donc, il aurait pu faire ce combat au Parlement. J'ai entendu Eric Ngoundete qui dit, bon voilà, moi j'ai fait ce que je peux, qu'il en appelle à ses collègues. Non, ce n'est pas devant les médias. C'est en négociation. C'est exactement ce qu'ils n'ont pas pris, ils n'ont pas réussi à faire pour la commission. Et ils perdront. C'est ça, c'est la même chose. Parce que ce n'est pas leur bruit là qui va faire fonctionner les choses. Le brouhaha ne gère rien. Si on a réussi la conférence nationale des forces de la nation, c'est pas le brouhaha. Bon, la pression permet de céder aussi. Non. Ils auraient braqué tout. Ça aurait pu être... Ailleurs, ça a dégénéré. On a un premier ministre, on a tout fait ailleurs. Est-ce que c'est allé au bout? Au Togo, là, pour ne pas dire non. Est-ce que c'est allé au bout? Est-ce que pas la régence n'est pas toujours là? Est-ce que le système n'est pas toujours en place? Donc, au Gabon, même chose. Donc, il ne s'agit pas de... Ce n'est pas le bruit, pas le brouhaha, ce n'est pas le vacarme. Ce qui fonctionne, c'est... Il y a plusieurs mécanismes. Il y a les mécanismes officiels. Et vous croyez que s'il s'agit de ces mécanismes officiels, là, ils auraient gain de cause? Je ne sais pas, parce que je ne suis pas concerné. Ce n'est pas moi, je ne suis pas le chef de l'État. Évidemment, mais, oui, mais c'est... Donnez au moins, faites ce que doit, advienne que pourra. Faites ce que vous devez faire, logiquement et légalement. Mais vous refusez à la juridiction son droit de se prononcer. Mais comment vous l'avez demandé? C'est ça le problème. En fait, il y a un point de fond qui se pose. Quand on parle de détenu politique, il faut casser le jeu. Au Bénin, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le chef d'État l'a dit. Il a dit devant Macron. Oui. Alors donc, en le disant, ça veut dire que bon, vous persévérez, donc vous bloquez toute solution possible, puisque vous allez contre l'État et ses dispositions légales. Mais eux, ils sont dans une certaine stratégie. Ils n'ont qu'à rester dans la stratégie. Donc, ils ne sont pas dans la stratégie de faire libérer ceux dont ils parlent. Ils ne sont pas dans la stratégie de faire libérer. Ils sont dans une stratégie de se montrer, de s'exhiber, de dire que bon, nous on a fait pour moi, comme Eric on te dit, moi j'ai fait pour moi, les collègues, j'en appelle à la nouvelle législature. Non, c'est du défaitisme. C'est une posture presque à la limite de l'imposture. C'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir telle posture. Quand on a un combat, on le mène avec les stratégies, on définit une vision, on a une vision, on doit aboutir à la libération de Réka Mandoubou. Quelle stratégie on doit mettre en place? La première stratégie, c'est d'abord de reconnaître que l'État a fonctionné comme il a fonctionné. Il y a eu une juridiction qui a prononcé. Ça, c'est un mea culpa, déguisé peut-être. Vous pensez qu'il n'y a pas eu faute? Moi, je ne sais pas. Mais le juge a dit et délibéré qu'il y a faute. Eux, ils parlent de détenus politiques, donc dans leur lexique, il n'y a pas de question justement de... Du coup, ils ne sont pas dans les lignes normales pour utiliser le mécanisme normal. Le chef d'État peut décider demain de libérer, de gracier, de réduire les peines. Mais ce n'est pas leur combat. Parce qu'ils n'auront pas demandé. Et puis, quand on veut gracier, on ne gracie pas une personne. Ce n'est pas une détenue politique réellement. C'est qu'on amnistie les faits. Oui. Donc, il y a un certain nombre de faits. Lorsque les amnisties, je veux parler de l'amnistie, non de la grâce, on n'amnistie pas une personne, on amnistie des faits. Oui. Des faits commis par une catégorie de personnes. Lorsqu'il y a eu l'amnistie après le dialogue politique, qu'est-ce qu'ils ont dit? 2019, je pense. C'est eux qui ont attaqué. C'est eux qui ont dit que c'est comme l'impunité, que c'est pour l'impunité. Aujourd'hui, comme ils sont concernés, ils changent. Et ils s'attaquent aux juridictions. Ils s'attaquent donc à l'État. Ils donnent des éléments de langage
à ceux qui sont contre. C'est une ternisse l'image du pays. Donc, ce faisant, ils ne travaillent pas pour. Alors, et quand parmi eux, il y a des élus, mais là, c'est là que je parle d'imposture, parce qu'ils bénéficient de l'État, des avantages de l'État, et ils s'attaquent au même État. Et c'est là que moi j'interprète l'article 34 de notre Constitution. Je le dis toujours. Qui dit Que tout citoyen a le devoir sacré de respecter en toutes circonstances la Constitution et l'ordre constitutionnel, ainsi que les lois et les règlements. Alors, lorsqu'on dit ça, mais où est l'État alors? Moi, c'est ça. Je me perds dans tout ça parce qu'on se demande, mais on ne va pas continuer comme ça. On est des éducateurs, on est des pères de famille, on est des formateurs. Quand l'élu lui-même se décide à dire ces choses-là, parler d'arbitrairement de tenue, notre camarade, non. Alors, la camarade en question, lorsqu'on prend les Yamadou, justement, qu'on n'a pas vu en bataille politique ici, qui était ministre de Yahi, et par parti, est revenu, machin, mais elle a dit, c'est la pire des dictatures qu'on n'a jamais connues. Moi, depuis que j'ai entendu ça, je dis, mais là, moi j'ai un problème de compréhension. Tu as été ministre ici, ministre de la Justice par ailleurs. Et tu parles de dictature. Mais à quel moment on parle de dictature? Donc, moi j'ai d'énormes problèmes. Ils ont refusé d'avoir des parrains. Ils ont négocié en soutien des parrains. Mais c'est un parti d'incohérent. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Mais c'est pas la cohérence. On ne va pas aller jusqu'à... Non, attends, la cohérence c'est quoi? Disons, ouvrez un dictionnaire et disons ce qu'on appelle cohérent. Et voilà ce qu'on appelle structure dans ce qu'il faut. Bon, alors, ce qui est incohérent, comment tu dis que vous déposez votre liste, vous ne voulez pas de parrainage? Et même on dit non, on a négocié des parrains. Il y a un problème. On a fait venir les gens, on a corrompu des gens. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Donc, dans l'ensemble, il faut qu'on revienne, qu'on ramène la balle au centre. Moi, je pense, si vous l'entendez, les élections sont derrière nous. Oui. Les réformes sont actées. On peut penser à penser les plaies. Oui. Il y a eu des plaies. Oui. Les réformes sont derrière nous. On peut penser à penser les plaies. Et c'est là que moi, je trouve que le président Soglo a besoin d'autre chose que de faire ce qu'il fait là. Il est d'un certain âge respectable et respecté. Je pense que les prises de position publique ne contribuent pas à calmer le jeu. Le président Soglo a besoin de continuer peut-être ce qu'il faisait. Il a parlé de compromis. Pourquoi pas? La sagesse appelle aussi compromis. Et il a exercé des fonctions. Et quand il y était, il y avait beaucoup de crises aussi. Donc il peut faire compromis avec celui qui est là. Mais il n'a qu'à continuer à travailler. Il n'a qu'à demander aux autres de la faire. Enfin, il n'a qu'à demander aux autres de faire un peu d'effort de langage. On n'a qu'à commencer. Le repentir actif est le début de ce qu'on appelle peut conduire à une situation atténuante en matière de repentir actif. Peut conduire à une situation atténuante. L'acte de contrition que nous faisons devant Dieu, hein, c'est une manière pour demander pénitence. Oui, parce qu'on reconnaît d'abord sa faute. Voilà. Si vous ne voulez pas faire acte de pénitence, parce que l'État n'est pas allé arrêter quelqu'un au hasard. Il y a eu des faits. Des faits ont été exposés. Le juge a estimé que ces faits-là sont avérés. En son âme et conscience. Peut-être qu'il s'est trompé. Peut-être qu'il s'est trompé. Mais il a estimé. Et c'est comme ça sur beaucoup de procès. Parfois, des gens sont morts, des gens font des décennies dans les grandes démocraties, États-Unis, et c'est après qu'on se rend compte que le juge s'est trompé. Parce que de nouveaux faits arrivent. Donc, au regard des faits de l'époque, le juge estime. Mais prenez acte de ça et vous travaillez maintenant acte que d'abord les personnalités en question retrouvent d'abord leur liberté. Après, on va continuer les batailles politiques. Alors, les gens dit qu'ils sont des exilés. Dedans, il y a un ministre de la Justice qui a détalé alors qu'on lui a fait appel pour qu'il reconnaisse des faits. Alors, lui, il était ministre de la Justice. Tout ça devient cohérent. Donc, il faut bien qu'on voit où est le champ sur lequel nous sommes. Donc, comme moi je vous le dis, nous sommes... les élections sont derrière nous. Les réformes sont actées. Du coup, chacun doit faire le point. Les démocrates qui sont allés aux élections sur la base des tests qu'ils ont combattus, qui a conduit à ce qu'on a vu, de 5 ans à 5 ans, pas de parrainage, machin, tout ça là, ils ont dit tout ça. Révision nocturne, constitution illégale, arbitrairement révisée de nuit. Mais
Je ne sais pas. Bon, avec eux, on en a entendu. Quand on en a entendu tout ça. On en a entendu. Et pourtant, ils sont là, bénéficiant des avantages liés à ça. Alors, quand ils en bénéficient et ils en demandent encore plus, alors il faut qu'on acte tout ça et qu'on se calme. Et il faudrait que dans ce milieu-là, il y ait des sages, parmi lesquels on devrait avoir le président Soglo. Il doit y avoir des gens qui câblent le jeu et qui trouvent bien les mécanismes. Ça peut prendre son temps. Pourquoi on veut mettre la pression sur le chef? Oui, mais justement, cette pression ternit l'image du pays, comme vous le disiez si bien, répète Napoléon Mafoika. Est-ce qu'on ne va pas finalement trouver cette situation atteignante pour sortir de cet étau? Non, donner flanc, prêter flanc à la pression, ça veut dire qu'il y a des citoyens qui sont au-dessus de la loi. Pas forcément. Si, donner flanc, parce que, je vous ai dit, est-ce que quelqu'un a reconnu sa faute? Donc, c'est ça que vous dites, il faut se calmer et mettre en place la stratégie. Vous voyez, lorsque vous vous battez contre votre chef, vous l'injurez publiquement. Oui. Et après, on vous dit, non, à vous, chef, tu dois avoir de la compréhension. Hein. Chef, tu dois faire... Alors, on demande quoi? L'autorité, on veut renforcer l'autorité du chef? Non. Même si tu as raison, tu dois d'abord te reconnaître fautif. Sinon, mais chacun va bomber son torse. Le chef, ce n'est pas le chef de l'État condamné. Lui n'est pas juge. Donc, lui, il a les pouvoirs pour pouvoir atténuer ou même mettre fin à la prison. L'Assemblée nationale, dont la majorité, les 75% proviennent des députés de la majorité présidentielle, on a la possibilité de voter une loi d'amnistie. Mais si vous ne savez pas quoi faire, c'est que vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas politique. C'est-à-dire que ce qu'ils font là, ça ne conduira pas. Si le mécanisme qu'ils mettent en place là, c'est pour parler de arbitrairement détenus et tout ça, et ils veulent que la majorité parlementaire vote à une amnistie, mais ils se trompent. Je ne vois pas, la majorité parlementaire n'a pas fait campagne. On ne va pas les accompagner. La majorité n'a pas fait campagne sur l'amnistie. C'est eux qui ont fait campagne sur l'amnistie. C'est eux qui doivent aller rendre compte de ce qu'ils n'ont pas été capables de faire. Parce que ce n'est pas le rôle. On ne peut pas faire campagne sur l'amnistie. On ne peut pas faire campagne pour dire je vais brimer l'autre institution qui prend cette décision. On peut faire campagne en disant nous allons, tout ce qui s'est passé pendant les élections, pendant la période de réforme, toutes ces batailles politiques, toutes ces mésententes qui ont créé des situations, il faudrait qu'on y mette fin. Voilà le début d'une sagesse, par exemple. Mais si on focalise sur un individu, quel qu'il soit, ça pose un problème. Donc, voilà ce que moi je dis. Moi, je n'ai pas contre l'amnistie, tout ça là, mais qu'on essaie d'être cohérent tout simplement, en respectant la République, en respectant l'État. Il y a des gens qui sont blessés à jamais. Il y a des gens qui sont invalidés à jamais. Alors, personne ne parle de cela. Personne ne parle de cela. Il y a des gens qui sont en prison, dont les cas n'ont pas été jugés, parce qu'ils n'ont pas, peut-être, ils n'ont pas les moyens d'avoir un avocat. Et qu'un avocat, peut-être qu'on lui a trouvé dans tout ça. Lui, il a déjà oublié qu'il a un cas, il a une cause. Tout ça existe. Et pourtant, personne ne défend. On dit qu'on est défenseur des droits de l'homme. Non, il faudrait qu'on soit cohérent. Pour moi, j'estime qu'il y a deux. Il y a deux possibilités. Il y a la voie normale, la voie légale. Et la posture des conférences de presse, des déclarations, des communiqués, là, ce n'est pas ça. Ça, c'est des effets trompe-l'œil. Hein, c'est juste pour montrer à qu'il y en a qui parlent de. Ensuite, il y a la voie, les négociations souterraines, la médiation. Hein, il y a la voie de la médiation. Là également, il y a la voie formelle, il y a la voie informelle. Normalement, dans un pays de sages, si la conférence nationale a pu réussir, c'est parce qu'on a utilisé les voies informelles. Si le Bénin est resté ce qui fut pendant le temps de crise, c'est parce qu'on a utilisé les voies informelles. Le régime était ce qu'il était. Les gens dénonçaient le régime, mais les gens parlaient aussi au chef du régime. Il y a toujours des sages qui doivent émerger pour gérer ces moments-là. Il y a les guerres. Mais pourquoi à la fin des guerres, il y a toujours des moments de conciliation? Parce qu'il y en a toujours qui parlent à d'autres. Il faut que dans ce pays, si le mécanisme que le président Talon il pense mettre en place, c'est-à-dire un conseil d'anciens présidents, ne se met pas en place. Il faut que des anciens présidents eux-mêmes deviennent sages. Pas la fonction qu'ils ont exercée, et peut-être pas l'âge qu'ils portent. Il faut qu'ils deviennent sages pour ne pas faire comme tous les autres. On ne peut pas se mettre à haute fonction, avoir ce bel âge et être comme tout le monde.
Peut-être que c'est sa sagesse qui C'est l'exprime le ainsi peu aussi. 4 du gâchis. Rendez-vous en avril, puis on va entendre pour Joël Aïvo en avril, la capitale Napoléon Africain. Bon, rendez-vous en avril. Pourquoi pas? Peut-être qu'avant cela, ils seront déjà libres, qui veut, mais qui serait une bonne chose de les voir dehors, Oui, comme beaucoup d'autres également. Vous savez, moi, On a besoin de cette moi, je suis compétence-là. moi, je pense qu'on peut vivre sans prison. Je suis de ceux qui pensent qu'on peut vivre sans prison. Je pense honnêtement qu'il y a des types de fautes. On doit trouver les mécanismes de sanction. Mais on n'y est pas. Ce n'est pas de l'objet de ce. Oui, oui. Pour moi, les prisons ne sont pas les bons lieux où surtout certains doivent y aller. Et avec qui a comme Joël, je ne pense pas que ce soit le bon endroit. Mais je veux que l'État n'a que ça. Notre option n'est que ça. Pour le moment, on n'a pas autre chose à offrir à ces personnes, à ce type de situation qui peut nous... Tout le monde peut être dans ces cas-là. Les Agbévas sont passés par là. Il a pu mourir. Il a une famille aussi. Personne n'en parle. Même il a commis une faute, d'accord, mais il a commis de la famille. D'autres sont partis. Hein? Bada, bon, lui, il a dû fuir pour aller se faire soigner. Est-ce qu'il faut faire l'apologie Un de l'autre dueliste a parlé de Laurent Montagnon aujourd'hui. Voilà, exactement. Laurent Montagnon, lui, il a purgé toute la peine. Il a purgé toute la peine. Les gens, à peine les syndicalistes en parlaient. En parlaient, à peine. En dehors de la PCB. du PCB, voilà. Donc, voilà, moi, je trouve que c'est une injure à la République qu'on nous rabâche les oreilles d'une situation qui, on peut comprendre la personnalité, que la liberté, elle est sacrée, mais quand même que les gens camouflent un peu, sinon ça devient quand même une sorte d'arrogance politique. Je pense que vous ne pouvez pas heurter comme ça et attendre des réponses. Non. Voilà. Je voulais faire campagne. Nul ne peut se prouver sa propre turpitude, assumer. Voilà. Merci à vous, Agapit Napoléon Bafouécan. Nous, on a fini. Le temps est parti pour cette émission est terminé, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et vous pouvez retrouver cette émission ce lundi après le journal, le bulletin de la mi-journée, et également sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, sur notre site YouTube ETélé Bénin, puis en direct via notre application iOS et Android, ETélé Bénin, ETélé avec vous, pour vous.